preview de finale de conférence. Eh oui, le Thunder face aux Wolves. Ouais. Qui l'avait dans son bracket? Oh, le Thunder doit y avoir quand même des gens. Les Wolves, c'est plus tendu. Mais le Thunder, il devait quand même y avoir des gens. Laisse-moi te donner les stats. J'ai demandé ce matin à la NASA de nous indiquer combien de personnes sur près de 50 000 participants. Il y a 3 000 personnes, 3 000 légendes de la communauté qui ont annoncé, 3 120 personnes qui ont annoncé que le Thunder affronterait les Wolves en finale de conférence. Bon, c'est propre. Et ils ne sont que 8 à avoir annoncé Thunder Wolves et Knicks Pacers. C'est tout de suite, ça trie. 8 personnes. Eh, ça trie. Hein. C'est méchant. Bah, c'est vrai qu'il y en avait 42 000 qui avaient mis Boston en finale NBA. Ça peut s'entendre. Ouais, et puis les Wolves, tu pouvais avoir peut-être les Warriors, ou enfin je sais pas. Exactement. Voilà. Nous sommes dans la preview de finale de conférence entre Oklahoma City et les Minnesota Timberwolves. Désolé pour celles et ceux qui ont vu le match de dimanche soir. Ce logo, il n'y a pas marqué Denver et Nuggets. Il y a eu un Game 7 à sens unique. On en reparlera évidemment dans la dynamique des deux équipes puisque le Thunder a fait le travail. On était à l'incroyable Brooklyn Sports ce dimanche. On avait plein de gens qui nous demandaient « T'en penses quoi de ce Game 7 ?» Bon, ça a été plutôt unidirectionnel, quand même bien dire. Moi j'ai dit Thunder toute la journée. Je pensais que ce serait plus serré par contre. Mais après, la fatigue a été vraiment trop grande pour les Nuggets. Il n'y a pas que ça, hein, mais pas que ça. C'est un paramètre. Et j'en profite évidemment, pareil, pour voir s'il y a des gens qui étaient à Brooklyn hier, qui m'ont dit qu'ils seraient dans les commentaires YouTube, et qui on avait débattu, qu'il y aurait plus 20 à la mi-temps. Pour le Thunder. Voilà. Donc tu vois, comme quoi, n'hésitez pas à suivre. Et pourtant, à la fin du premier quart... pourtant, à la fin du premier quart, ça tremblait des mains. Voilà, on est d'accord. Comme d'hab, vous savez qu'il y aura de l'expertise à fond les ballons et il y aura notamment des pronostics puisque Alex, on va suivre la même dynamique. Bien sûr. Forcément par la dynamique. C'est ça. Ensuite, du tactico-technique. Ensuite, on allera dans le bureau tout à fait de Monsieur Marc Daigneault et de Chris Finch, si je ne dis pas de bêtises, pour parler un peu de technique et tactique, parce que là, ça va être très très fort au niveau stratégique. Pour analyser finement ce qu'on va nous proposer, c'est franchement, moi, belle série. Hein. De toute façon, les deux, déjà en demi de conf, là, on vient de vraiment se régaler et vraiment de manger très très bien, quoi. On est d'accord ou pas? On a mangé très très bien. Ouais. Voilà. Et là, les finales de conf, moi, je suis très optimiste aussi. Hein. Je suis serein. Franchement, je pense qu'on va avoir du putain de basket. Alors oui, effectivement, dans certaines instances, comme celle de la NBA, peut-être que ça tape du poing sur la table et qu'on nous dit, ils sont où mes Warriors? Ils sont où mes Lakers? Ils sont où mes Celtics? Eh ben, ils sont en vacances. Ben ouais, mais le docteur James Naismith, il regarde et il fait les 4 meilleures équipes de basket, elles sont encore debout. Et pour nous, les fans de basket, on se régale. Ah ouais, c'est trop bien. C'est bien. J'adore ces finales de conférence. On va avoir un nouveau champion NBA. Désolé les Nuggets, désolé les Celtics. C'est la 7e, 8e année consécutive? 7e, 2018 Warriors, 2019 Raptors, 2020 Lakers, 2021 Bucks, 2022 Warriors, 2023 Nuggets, 2024 Celtics, 2025. Et surtout, là, en l'occurrence, donc sur les 4 finalistes de conf, il n'y en a qu'un, New York, qui a déjà gagné un titre, c'était en 73. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Oui, le Thunder en 70. » Non. T'es d'accord? Non. Non, c'était les Supersonics. Ah ouais, qu'on attend de retour en NBA. C'était une autre ville, d'autres couleurs, un autre logo, il faut arrêter ces conneries. T'es d'accord? C'est nimp. Non. On va avoir un nouveau champion NBA. Le Thunder, depuis qu'il s'appelle Thunder, ils sont allés une fois en finale NBA, c'est tout. Exactement. Les Wolves, ils sont jamais allés en finale, les Wolves? Non, jamais. C'est finale de conf, le mieux pour les Wolves. C'était le mieux du mieux. Donc, à l'Ouest, t'as un champion de l'Ouest qui, de toute façon, n'a pas été champion NBA, déjà. Attends. Mais préparez-vous de toute façon tout à fait à cette image. Choisissez votre préféré. Jalen Brunson avec un trophée de champion NBA. Tyrese Haliburton avec un trophée de champion NBA. Anthony Edwards avec un trophée de champion NBA à côté de Rudy Gobert. Ou Shai Gilgeous-Alexander avec un trophée de champion NBA après avoir été MVP de la régulière. Choisissez votre combattant. On y est, c'est le début des finales de conférence. On va se régaler. Ou Jalen Brunson, hein, tu l'as dit Jalen Brunson? Oui, Jalen Brunson, c'est le premier que j'ai mentionné, évidemment. Excuse-moi, j'ai dit, putain, il ne cite pas Jalen Brunson. Si, c'est le premier que j'ai mentionné parce que les Knicks, on va en reparler. Et justement, ça me permet de vous dire que pourquoi est-ce qu'on... préparer sa campagne pour être maire de New York derrière, hein, s'il gagne le titre. Là, absolument. Il a été élu facile, vu le nombre de mecs dans les rues, à mon avis. Il n'y a que 2 personnes qui gèrent New York, c'est Spider-Man et Jalen Brunson. Ils l'ont tous dit, c'est absolument clair et certain. C'est un truc de fou. Pourquoi est-ce qu'on commence par cette série? Déjà parce qu'il y a eu Game 7 et surtout parce que c'est la série qui va kicker le début des finales de conférence. Pour ceux qui ne l'ont pas noté, début de la finale de conférence entre Knicks et Pacers dans la nuit de mercredi à jeudi. Beaucoup de repos pour nos amis les Knicks face aux Pacers. Et dès demain soir, dès mardi soir, début de cette finale de conférence Ouest entre les Thunder et les Wolves. Donc, il y a un petit repos pour OKC pendant que Minnesota a les jambes un peu plus fraîches. Peut-être que ça
participera notamment à la dynamique des équipes. Exactement, ça peut aussi, être un truc qui joue des petits pièges aux Wolves, qui mettent un tout petit peu plus de temps à se mettre en route alors que le Thunder arrive lancé. Absolument. Ça peut jouer dans les débuts de série. Eh oui, Ouais. Et donc l'avantage du terrain sera du côté de OKC, évidemment, puisque c'est l'équipe avec le meilleur bilan NBA. Alex, on va commencer tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Thunder versus Wolves. Est-ce qu'on peut tout de suite revenir sur ce qui s'est passé ce dimanche soir? C'est le plus important. Dynamique du Thunder. C'était le test. Ils menaient 3-2 dans la série grâce à un énorme, notamment quatrième quart-temps, et de Lou Dort et de Shai Gilgeous-Alexander. Après avoir été mené 2-1. Après avoir été mené 2-1. C'est important de le préciser. 2-2. Le vrai déclic, c'est le Game 4 pour moi, pour le Thunder. J'entends. Dans ces playoffs. Ils menaient en tout cas 3-2 au bout de 5 matchs. Ils font un match 6 vraiment raté à Denver. On se demande s'ils vont le regretter. Et on arrive sur ce Game 7 qui était un des plus attendus. Il démarre mal. Et tu le disais, il démarre mal. Les mains sont moites. Il n'y a que 2 joueurs du Thunder qui sont prêts. On dirait, moi, après une journée de 16 heures de suite à la brocante. Hein, c'est vrai ou pas? Et encore. Voilà, je me sentais voilà. J'étais devant le match, j'étais genre, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils étaient là? Ils ont les pétoches. Ouais, ils ont les pétoches, exactement. Match attend d'une intensité dès l'entre-deux. Tu te dis, ah, super, Denver entame, Aaron Gordon qui la joue, Willis Reed et tout ça. Non, incroyable. Mais ce qui est très fort, et donc je te dis vraiment pour moi le déclic du Thunder, il se passe dans le Game 4, même limite dans ses playoffs pour ce jeune groupe. Mais ce Game 7 n'est pas anodin non plus, parce que ce qui est très fort, c'est derrière, ça rentre pas les tirs, mais derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils te sortent un cadenas. Genre défense de la et petit à petit, l'attaque va se mettre en route. Mais surtout, ils te sortent un cadenas de malade mental. C'est vrai, hein? C'est la meilleure défense de NBA qui sort son meilleur match défensif au meilleur moment. Waouh! Ils ont cadenas. été. Alors, et d'ailleurs, j'ai vu des critiques sur l'arbitrage, notamment qui était trop permissif avec Caruso. Attends. Honnêtement, sur certains non-calls des arbitres, moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas égalitaire. Oui. Je pense qu'il y a des superstars, dont Jokic fait partie, qui sont mal arbitrés. Mais la globalité de la défense du Thunder, ce qu'elle a fait à ces Nuggets qui sont une putain d'attaque, et le fait que Jamal Murray ne puisse jamais vraiment rentrer dans son match. Oui. Christian Brown qui est chaud en début de match, mais qui après est quand même plus gêné et tout ça. Non, franchement, ils ont sorti un cadenas de malade. Mais de malade. Et moi, je veux bien en effet que certains disent, oh là là, quand même, il y a certains calls qui auraient pu avoir lieu. Oui, tout à fait. Ok, on pourra en débattre pendant des heures. Même sur la prise de position, on laisse trop Caruso pousser avec les deux mains et tout. Je suis désolé, moi là-dessus, j'entends ça cool. Sur le basket, wow. D'une manière internationale et depuis longtemps, lorsqu'un petit défend sur un grand, les arbitres vont donner plus de liberté au petit de faire ce qu'il veut. Ce qui a beaucoup frustré et Nikola Jokic et les fans des Nuggets, et je le comprends, parce que c'était en effet frustrant. Ceci étant dit, l'équipe qui a été la plus physique en tout début de série, c'était Denver dès le Game 1. Et ils ont bien fait de le faire, ils ont été agressifs des deux côtés du terrain, notamment physiquement, et ils ont remporté ces matchs. L'équipe qui a été la plus agressive et qui n'était pas sur les rotules en Game 7, c'était le Thunder, et ils ont fait le nécessaire. En fait, ils ont fait le nécessaire. Exactement. Entre Aaron Gordon qui était blessé, même Murray était un peu mauvais. Et la fatigue accumulée physiquement, je parle. Physique, et puis Murray, même. Murray, il était pas. Ça a été dur comme match. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a Aaron Gordon, il y a Jamal Murray aussi qui n'était pas bien depuis quelques jours, Adèle en a parlé, et Michael Porter Jr. qui avait une épaule depuis quelques jours. Ils ont des blessures, ils ont des petits bobos, des machins, et même, ils étaient plus fatigués. C'était leur 14e match déjà. Ah oui, 2 séances. Aux Nuggets. 2x7. Ouais. On rappelle que le Thunder, eux, ils avaient tabassé les Grizzlies. Tu vois, au tour d'avant. C'est pas la même. Donc, c'est bien différent. Ils sont plus jeunes et plus athlétiques déjà à la base. En plus, le Thunder. Donc là, ça s'est vraiment vu. Mais vu le début de match, fait par les Nuggets très bon, très propre, genre en mode patron, genre on va faire les bons plays au bon moment, ça va rentrer les tirs. Christian Brown. Non, parfait. Christian Brown, le début de match de Christian Brown, honnêtement, c'est genre... J'ai déjà été là, suivez-moi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le match... Follow my lead, le gros 15. Non mais c'est vrai ou pas? Suis-moi, je vais te montrer la voie. C'est un truc de fou, non? C'était énorme. Un Game 7, pas de problème les gars. Bah, attendez, rappelez-vous l'année dernière. Ouais. Calmement. Non, trop fort. Et là où vraiment, je répète, voilà, le Thunder a vraiment montré aussi sa supériorité défensive et athlétique, c'est que il y a Denio qui donne les bonnes consignes. Il y a les joueurs en eux, ils n'ont pas beaucoup de Game 7 dans les pattes, ils ont beaucoup moins d'expérience de playoff, mais du coup, ils ont quand même la lucidité d'esprit de
recroquevillé dans un moment très difficile comme ça en termes de match. Je crois qu'il y a 21-10 ou 21... Ouais, 21-10. Il y a un vrai écart, quoi. Un truc relou où à la maison, tu veux dire, tu sais, le public, il a un peu de mal à se mettre en route. Et donc, cadenas, quelques tirs qui rentrent, le public qui commence à rugir. Attention, la salle là-bas. Ah, Paycom Center, c'est méchant. Puis Jalen Williams qui nous avait fait un Game 6 atroce, il nous sort un deuxième quart. Là, il nous sort fin de premier quart et deuxième quart de Jalen Williams, magnifique. Fin de premier quart du Thunder, deuxième quart de Jalen Williams, magnifique. Et du coup, ça se met à rugir. L'équipe prend confiance. Les Nuggets, c'est compliqué pour eux. Et là, les Nuggets, ils n'ont pas les moyens physiques de tenir le coup. Ils essayent des trucs et tout, mais en face, ça devient trop étouffant. Ils ont compris et ils les écrabouillent. Tout à fait. Et c'était d'ailleurs une des clés. Moi, j'en parlais en effet avec certains abrocants. C'est qu'il suffisait de vraiment faire péter un boulon à Denver pour qu'ils ne puissent pas se rebattre derrière. Là, il n'y avait plus dans le moteur. Il n'y avait plus rien pour Denver. Non. Et d'ailleurs, les mecs, les gros plans faits par la caméra d'ESPN sur la tête des mecs sur le banc, ils étaient en sortie de guerre, quoi. Enfin, les mecs étaient léthargiques, pauvre Aaron Gordon et tout. Sur le Game 7 et dans l'ensemble de la série, on avait fait la preview ensemble. J'étais sur 4-3 Thunder. J'ai été évidemment dans le faux sur plein de choses. Quoi, moi, 4-2 Thunder. Il y a des trucs sur lesquels je me suis complètement foiré. On va en reparler notamment sur la série Knicks Pacers, puisque j'avais une toute autre finale de conférence, je pense, sur ce qu'on avait pronostiqué. Par contre, les fans du Thunder avec qui je discute pas mal depuis quelques mois, parce qu'ils savent ce que je ressens pour eux et sur le futur champion NBA, c'était le Game 7 qu'il leur fallait. C'est une équipe qui avait besoin d'être sous pression. C'était la série qu'il leur fallait. C'est la série qu'il leur fallait. Et on en parlait ensemble dans la section prono de la preview de cette série. C'était le jeune qui doit essayer de détrôner un vétéran qui connaît d'expérience comment faire dans une situation à haute pression, mener 2-1, revenir à 3-3, jouer à domicile, le premier carton où tu as les pétoches. C'était exactement ce qu'il fallait et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que forcément, quand c'est blowout, on dit souvent l'autre équipe, elle était léthargique et tout. Je trouve que le Thunder a fait le match parfait d'une équipe qui doit dire non. Et puis il y a autre chose. On est clairement la meilleure équipe et on doit montrer que ce genre de rendez-vous, on est capable d'y répondre. Et pour l'évolution de ce projet, ça va leur servir pendant des années. Et il y a autre chose, c'est que tu as parlé de Jalen Williams, effectivement, en deuxième quart, il a fait son meilleur match de la série de loin, parce qu'en fait, sa série, elle n'est pas si ouf à Jalen Williams. Il y a des bons matchs, mais elle est un peu régulière. Non, mais voilà, exactement, mais il y a de l'irrégularité, il y a des matchs où tu as l'impression qu'Aaron Gordon, il le met dans sa poche et ça bouge plus. Enfin, tu vois, voilà. C'est arrivé à d'autres gens, mais voilà. Et, par contre, la série de Shai Gilgeous-Alexander, attention. Les trois derniers matchs, c'est monstrueux. La série en elle-même, elle est énorme. Attention, on est à 30 points de moyenne, à plus de 50% au tir, avec de la passe, du rebond, de l'interception et tout. Mais game 5, Game 6, Game 7, Trompa. Très très lourd. Trompa, trop propre. Ça va chercher les bons mid-range au bon endroit. Ça distribue bien. Vachement distribué. Ouais, non, franchement... Lourd de série, on se dit tiens, il n'a pas fait une bonne série contre Memphis, il n'avait pas eu besoin, on l'avait précisé aussi, il n'y avait pas eu vraiment besoin. Là, il y avait besoin. Il y avait besoin du meilleur joueur. Là, il y avait besoin. Du Thunder, genre le Game 7, je sais pas, parce que vraiment, ils ont écrasé. Mais il y a le Game 5 notamment, et même le Game 4, tu as besoin de Shai. Alors oui, et souvent, tout à fait. Tu en as besoin. Mais bien sûr, et le quatrième quart du Game 5, il est énorme, mais parfois, on se penche trop, évidemment, numériquement sur ce qui se passe, donc on va voir si un joueur a été bon ou s'il a répondu présent, mais Jalen Williams était dans une situation émotionnelle et morale très difficile après le Game 6. C'est un jeune qui se fait décapiter en place publique par toute la sphère médiatique basket, parce qu'il a fait un match 6 atroce, Jalen Williams. Et ça a été notamment rapporté que Jalen Williams, il a aussi un gars qui est à sa porte tout de suite à ses côtés en lui disant « On y retourne mec et on va avoir besoin de toi, c'est le patron, c'est Shai Gilgeous-Alexander. » Et c'est beau aussi de voir l'évolution d'un leader comme ça qui se dit « Je ne vais pas y arriver seul. » J'ai besoin de toi pour qu'on les fracasse, et c'est ce qui se passe. Non, mais cette équipe, elle est solidaire et tout, ça se voit. Mais je voulais parler de Shai parce que dans le sens où... mais là, on est présent. Il y a un moment, dans ces matchs serrés, où il faut savoir faire la différence, t'as beau bien faire circuler le ballon et tout, machin... En fait, il y a un moment où les patrons, les franchise players doivent prendre leurs responsabilités et défier leur adversaire en 1 contre 1, aller chercher les lancers qu'il faut aller chercher, aller mettre le petit tir qu'il faut, parce qu'en fait, oui, si Shai fait la différence et que Caruso est ouvert dans le corner, il doit prendre le tir, mais c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça dont le Thunder a besoin dans ces moments-là. Ils ont besoin que Caruso mette ses tirs pendant le match, mais quand il y a les gros tirs là, du Game 5 et tout,
tu as besoin que Shai fasse non, j'en ai rien à foutre de la série défensive de Christian Brown. Je vais le prendre en ISO. Ah, ça switch sur Aaron Gordon. J'en ai toujours rien à foutre. Ouais. Je vais mettre mon petit step back à 5 mètres, free throw line extended. Vous allez rien pouvoir faire. Et le Thunder va continuer à scorer. Et comme en plus de l'autre côté du terrain, ils sont capables de sortir le cadenas, c'est une très bonne série, excellente série déclic pour le Thunder, puisqu'ils ont montré des choses très intéressantes collectivement. Il y a eu des hauts et des bas pour les joueurs. Il y a eu un vrai combat dans la raquette où on se demandait et tout machin. Il y a eu un vrai combat et ils ont tenu. Ils ont complètement répondu présent. Ils ont répondu présent face à Niko Jokic, Aaron Gordon. Bon, il leur manquait un backup à eux deux. Mais en gros, ils ont répondu quand même bien présent. Et en plus de ça, tu as le patron, futur MVP, Shai Gilgeous-Alexander, qui a sorti des séquences de patron au moment où il fallait. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? C'est parfait. Moi, j'espérais que ça pour cette franchise. Ils l'ont fait. C'est super. Et ils affrontent des très gros nuggets sur cette série. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se seraient inclinées. Donc, il faut aussi se rendre compte de la performance que ça représente. Bien sûr, attends, les nuggets, tactiquement, ils ont été énormes. C'est aussi pour ça que tu te bats toute la saison régulière, c'est pour avoir cet avantage du terrain. Donc, pour le coup, très bien pour OKC. Non qu'on n'a pas encore prononcé. Et alors là, chapeau monsieur, parce qu'il y a eu des moments sur lesquels on avait des grosses interrogations et on va continuer à en avoir. C'est monsieur Marc Daigneault. Parce que pour avoir la taille de la brouette qu'il faut avoir pour remettre Lugensdorf dans le Game 5, c'est un bon entraîneur, c'est un excellent entraîneur. Qui a encore des choses évidemment à devoir apprendre parce qu'il est encore jeune, tout à fait. Mais là, il y a eu des moments. Quel âge il a, lui ? Marc Daigneault. Je ne sais même pas s'il a 40 ans, lui. Marc Daigneault, il doit avoir 41 ans, un truc comme ça, Max. Marc Daigneault. Il n'est pas vieux, Marc Daigneault. Ouais. Marc Daigneault, il est né en 85. Ouais, c'est ça. Il n'a pas 40 ans. Enfin, si, il a 40 ans tout pile. Ouais. Et lui, vraiment, je respecte parce que la façon dont la série a été gérée, alors qu'il y avait des mecs vraiment expérimentés en face, super pour le Thunder, qui donc passe au round suivant en tant que numéro 1 de l'Ouest, qui va avoir l'avantage du terrain face aux Wolves. Avec un autre gros poisson à avaler, hein. Attention. Et là, en face, tu as Minnesota qui, plus ou moins, est l'équipe la plus chaude de ces playoffs 2025 à l'Ouest. Les mecs, ils ont fait quand même 2 premières séries. Il y a eu des choses à leur avantage, blessure de Stephen Curry, mais ils ont eu aussi des choses qu'ils devaient gérer et ils l'ont fait. 4-1-4-1, Lakers-Warriors, merci, au revoir. Ça a géré. Hein. On va en parler en détail. Julius Randle, monumental sur le début des playoffs. En fait, exactement. Anthony Edwards, ça va très très bien. 4-1-4-1. T'as raison, la dynamique, elle est excellente. Effectivement, la série aurait été tout autre si Steph Curry s'était pas blessé au Game 1. On va pas se quand même évidemment. De salade. On a déjà parlé. Pour autant, voilà, c'est les Wolves qui sont en finale de conf et ils le méritent largement. Que ce soit les Lakers ou les Warriors, ils les ont dominés physiquement. Déjà. Merci, au revoir. Alors, ce sera une autre chanson contre le Thunder. Ah oui, ouais. Mais le Thunder est quand même prévenu. Oui, breaking news, c'est pas du tout le même adversaire en termes de taille. Ils ont affronté les Warriors et les Lakers, là c'est le Thunder. Voilà. Donc Minnesota, ça va changer là. Oui, mais ça va changer pour le Thunder aussi. Tout à fait. Les Nuggets, je parle pour, respect, Minnesota, ils ont de la taille, ils sont grands les Nuggets. Hein. Par contre, les Wolves, athlétiquement, c'est un autre délire. Ah bah ils peuvent leur tenir tête, ouais. Bon, ils les regardent de droit dans les yeux, à tous les postes, hein, à peu près, hein, tu vois. On va en parler tactiquement après. Mais ouais, les Wolves, ils ont dominé physiquement. Ils n'ont pas toujours été réguliers pendant les matchs. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il a fallu trouver les angles ou les séquences tactiques pour gagner, ils les ont trouvés. Alors, il y avait des angles évidents. Là, contre le Thunder, les angles ils sont moins évidents. Donc, on va voir ce qu'ils trouvent. Deuxièmement, fidèles à leur réputation, il y a aussi eu de la belle séquence défensive. Les Wolves, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui défend bien sur tous les postes, qui est épée de couille, qui a plein d'options. Tu as Gobert, mais tu as aussi Nasrid. Tu as Anthony Edwards, mais tu as aussi Nickel Alexander-Walker, Jaden McDaniels. Enfin bref, tu as Dante DiVincenzo. Enfin, tu as vraiment pas mal d'options. Là où les Nuggets, c'est quoi les mecs du banc qui ont vraiment été performants là, pour les Nuggets? Non, c'est pas la même. On va en parler, mais Westbrook au premier tour, mais là c'est compliqué. Donc, tactiquement, moi j'ai assez bien aimé ce qu'ont proposé les Wolves là pendant 2 séries. On va voir ce qu'ils sont capables de faire contre le Thunder. Techniquement, c'est une équipe qui a progressé. Je veux dire, Anthony Edwards est vraiment chaud. On a envie de dire il est dans son prime. N'oublions pas que le mec, il a quel âge, Anthony Edwards? 23. Donc il est encore loin de son prime. Je veux dire, il est plus jeune que les stars du Thunder. Hein. Ou pas plus vieux. En tout cas, il est plus jeune que Shai. Et après, les Jalen Williams et tout. Tu vois, c'est ça. Donc, bon, voilà. Et ils ont été très clutch, les Wolves. Anthony Edwards, il en a sorti contre les Lakers, contre les Warriors, genre des cartons, des quatrièmes quarts où il fallait être clutch, ou Nasrid, ou Julius Randle. Enfin, les Wolves ont été clutch.
Ils sont meilleurs que l'année dernière, au global. Et on aura hâte de voir s'ils vont jusqu'en finale NBA, mais ils sont meilleurs, ils sont plus variés, ils sont plus profonds, ils sont moins friables, je trouve, mentalement. Ils ont été capables de bien s'ajuster. J'ai été, moi, très impressionné par la façon dont aussi Anthony Edwards et ses coéquipiers se sont ajustés en fonction de chaque match. Exemple typique, la façon dont ils ont terminé les Warriors, qui n'est pas du tout un Anthony Edwards game, en tout cas au scoring, c'est de la distribution. Non. Pour comprendre que si c'est ça qui nous mène à la victoire, alors on va le faire. Il y a moins de questions de... Ils sont moins prévisibles, je trouve, que l'année dernière, les Wolves. Dans leur jeu offensif, il y a un truc vraiment où, tu vois, quand je les regarde, je me dis, je ne sais pas par qui je vais me faire sanctionner. Non. Et au sein même du match, ils arrivent à s'ajuster. Premièrement, ils sont moins prévisibles aussi parce qu'ils ont quand même une arme qu'on sous-estime, dont on ne parle pas assez chez eux, c'est que ça shoot vraiment bien. À certains moments. Bien. Oh. Hey, là, j'étais en train de regarder, sur l'ensemble de la série Warriors, c'était à 38% en équipe. Hein. Alors, à 3 points. Hein. Quand même. En fait, ça veut dire que tu as bien shooté pendant 5 matchs, de loin, je veux dire. Tout à fait. Quand je précise juste, quand je dis parfois, c'est qu'en fait, sur l'ensemble d'une série, ils sont capables. Par contre, il y a rarement une équipe qui peut faire des aussi grosses montagnes russes de 7 sur 8000 et 21 sur 35. Les Wolves sont capables, et ils nous l'ont montré à la fin de la série des Lakers et au début de la série face aux Warriors, que lorsqu'ils sont entêtés dans du shoot à 3 points et que ça rentre pas et qu'il ne faut pas varier, ils peuvent le faire aussi. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Je parle plus de l'aspect vraiment purement shoot. Mais ils ont des meilleurs shooters que le Thunder, hein, si c'est la question. En moyenne globale, ok, ils peuvent te faire des matchs sans où ça tombe pas dedans, mais en moyenne globale, leur pourcentage montre que, en gros, sur la longueur d'une série, le pourcentage est bon. Donc ça veut dire que je suis d'accord avec toi, il peut y avoir des matchs entiers où ça tombe pas dedans, bon, ok. Mais ça veut dire que le Thunder est prévenu. Dans l'ensemble, il y a des moments où ça va grave tomber dedans. Oui. Tu vois, il y a du modèle un peu Celtics. Et ça va grave tomber dedans parce que Anthony Edwards peut faire tomber dedans, Naz Reid peut faire tomber dedans, Mike Conley peut faire tomber dedans, Jaden McDaniels peut faire tomber dedans, Dante DiVincenzo, machin. Oui, enfin, tu vois, genre, il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont bien meilleurs au shoot sur le papier que c'est intéressant pour les Wolves. Tout à fait. C'est une autre type de couverture aussi, où là, ils ont eu la pression défensive de, excusez-moi, les Lakers et les Warriors, et là, ils vont vivre l'enfer sur terre sur le papier. En tout cas, les shoots vont être moins ouverts normalement. C'est pas la même, là, tu vas affronter la meilleure défense de la NBA et une des meilleures de ces 15 dernières années, donc ça, c'est pas la même. Et après, on va voir en effet comment est-ce qu'ils répondent. Il y a parfois des matchs où ils me font penser aux Celtics un petit peu de l'Ouest, où on a vu parfois Boston, on disait, les gars, on se réveille, on varie les choix un petit peu. Quand ça rentre, formidable. Et donc à ce moment-là, quand Minnesota, ça rentre à 3 points, tu peux plier les goals. Hein. C'est terminé parce qu'ils défendent bien derrière. Ils défendent bien. Et en plus, ils ont Anthony Edwards qui, lui, va te chercher les bons plays, les lancers, les machins. Genre le gars. Et tu vois ce type de match un peu. Il fait penser à Dwayne Wade Prime. Là, il fait pas beaucoup d'erreurs. Hein. Tu vois ce que je veux dire par le match à la Celtics. C'est qu'il y a des matchs où vraiment, parfois, Minnesota va s'entêter. Et donc, on va rentrer dans une série où tu n'as pas l'avantage du terrain et où il va falloir être très précis tout de suite face à une défense qui presse haut. Qui presse haut et qui, genre, eux, les switch, ils en ont rien à battre. Hein. Tu vas aller chercher qui en switch ils peuvent switcher. Il n'y a pas beaucoup de mismatch. Hein. Non, tu vois, ils en ont rien à foutre. C'est compliqué. Ouais, c'est pour ça. Toujours un mec du Mordor qui arrive. Non, c'est chaud. En tout cas, grosse confiance pour les Wolves qui, eux, par contre, reviennent en finale de conférence. Ils ont connu ça l'année dernière. Donc là, ils y retournent. L'idée, c'est de passer encore un cap. Est-ce qu'Anthony Edwards, un des potentiels visages de la NBA, va aller en finale NBA? Est-ce que Shai Gilgeous-Alexander, un des visages de la NBA, va aller en finale NBA? Il y a aussi des subplots dans cette série, dans la dynamique qui est énorme. C'est quand même la bataille des arrières. Anthony Edwards versus Shai Gilgeous-Alexander. Shai qui affronte son cousin, Nick Alexander-Walker. Ils ont déjà commencé à dire par interview interposée, je vais lui démonter la tête. Ouais. Parce que la cousinade, elle va être très belle cet été. La cousinade, elle va être rigolote. Hein. T'as Rudy Gobert qui a des comptes à rendre et qui a envie lui aussi de participer à ses premières finales NBA. T'as Chet Holmgren qui vient de Minnesota. Et vu comment le Thunder, ok, ils jouent les ISO, ils aiment bien sortir les grands et tout, on va en parler dans la section tactique, mais Rudy, série importante. Enfin, le Thunder vient dessous. Le Thunder vient t'agresser, le Thunder vient te pécho du rebond de partout. Le rôle de Rudy dans cette série, attention, ça va être important. Tout à fait. Y a-t-il d'autres choses sur les dynamiques? Je ne suis pas certain. Disons qu'on a fait un bon petit tour là. On a mis les choses en place là. C'est ça. Impatient de voir cette série, ça va être monumental. Je sens, moi je suis trop hypé là. De toute façon, les playoffs nous régalent total en 2025. Et si on faisait un point tactico-technique? Allez, ok. On va aller dans les bureaux de Chris Finch et Marc Daigneault. Ouais. Dans cette sélection, c'est très simple. Il y a un aspect sur le terrain qui nous intéresse un petit peu plus que d'autres. Alex, c'est quoi ton point tactico?
les choix offensifs, la variété et la qualité des choix offensifs, dans un premier temps du Thunder, je verrai pour les Wolves. Pourquoi, comme je te disais juste avant, là, en off, on a je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on a deux équipes, genre, extrêmement sereines et sûres d'elles et capables défensivement. C'est-à-dire que la défense du Thunder est incroyable, la défense des Wolves, elle rigole pas du tout. Ce sont deux équipes qui n'ont pas peur des switches vraiment. On va en parler un peu côté Wolves, Thunder, mais dans l'ensemble, ça rigole pas. Ça double team intelligemment. Parce que ça a des joueurs derrière qui sont capables de faire des rotations, des rotations très rapides, des très bonnes aides et tout pour protéger ou le cercle. Parce qu'il y a beaucoup de protecteurs de cercle des deux côtés. Je dis Anthony Edwards, c'est un putain de contreur. Caruso, Shai, c'est des contreurs, c'est des intercepteurs. Mais ils ont aussi des pivots qui protègent le cercle. Enfin, tu vois, ça rigole pas du tout. Tu es capable de faire des pressions tout-terrain. Enfin bref, ça va te sortir des zones à la con et tout. Enfin bref, défensivement, je pense qu'ils ont vraiment, les deux équipes ont des arsenals très développés. Du coup, ce qui m'amène à m'intéresser notamment à l'attaque du Thunder, où tu as vu contre les Nuggets qu'on proposait différents types de défense. Il y a eu des moments où on se disait, soit devant les matchs, ou ensuite quand on faisait des débriefs, merde, putain, c'est quoi cette attaque du Thunder qui va droit dans le mur, qui réfléchit, jeune qui apprend encore, qui réfléchit pas assez, qui s'entête, qui ceci, qui cela, qui shoot trop de loin alors que c'est pas forcément leur point le plus fort et tout machin, nanana. Bon, bah. Si Denver est malin, expérimenté, ils ont Aaron Gordon et Christian Brown, deux gros défenseurs forts sur l'homme, et après ils ont des mecs intelligents, mais honnêtement, je pense que c'est une moins bonne défense que les Wolves. Je pense. Moins athlétique, un peu plus peur des switches, parce que tu peux chercher Michael Porter Jr. ou Jokic ou Murray, qui sont des mecs qui peut-être... Là, ça va être plus chaud. Ils sont plus grands aussi. Ils sont très très longs, les Wolves, et ils protègent bien le cercle, et ils ont vraiment des mecs à envoyer. Je veux dire, tu parlais de la cousinade, tu peux aussi envoyer Jaden McDaniels sur Shai si besoin, tu vois, non, pas tout le monde. ou sur Jalen Williams. Enfin, on verra comment ils font. Et ils vont choisir, ils vont dire, ok, bah, tu sais quoi, vas-y Lou Dort, on va voir si t'es aussi chaud qu'au Game 5. Tu vois, genre de truc. Donc, je m'intéresse à ça parce que qu'est-ce que le Thunder va privilégier? Ils ont besoin que Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams aient la balle et tout. Est-ce qu'ils vont aller chercher à isoler Gobert sur des îles désertes pour Shai, par exemple? C'est quand même emmerdant pour Rudy. Hein. Défendre Shai au large, ça va le saouler. Ou Conley. Exactement. Ou avec Jalen Williams qui est costaud, bully et tout, tu vas sur Conley. Ou tu peux y aller avec Shai. Ou... est-ce que quand il y aura les séquences, on le sait, hein, il y a des séquences où il n'y a pas Gobert sur le terrain, et en fait, quand même, quand tu es avec Nasrid McDaniels ou Nasrid Randle, tu protèges quand même beaucoup moins bien ton cercle. Est-ce que là, le Thunder va avoir la présence d'esprit, les cuts backdoor, Shai qui va au cercle, Jalen Williams pour profiter de l'absence de Rudy, qui donc, du coup, quand même, parce que quand tu as Rudy, par contre, du coup, qui est dans sa raquette, on sait très bien que du coup, le cercle des Wolves devient relou à atteindre. Tu vois, et on l'a vu, la défense donc des Nuggets, intelligente, maligne, a réussi à vraiment beaucoup saouler l'attaque du Thunder. Donc, on va voir ce que McDaniel va proposer. On va voir comment les rotations globales de joueurs vont être gérées. On a deux équipes deep. Hein. Je pense que Bastien, tu vas nous en parler après, donc je n'en parle pas maintenant. On va voir comment ils vont gérer leur rotation, mais la défense des Wolves est très forte. Elle a quelques angles à exploiter. Isolation sur Rudy pour essayer de l'emmerder, de pousser Finch à gérer les minutes de Rudy et donc du coup s'ouvrir un peu plus au chemin du cercle. Taffer sur Conley. Attention, parce qu'on a vu qu'ils sont capables de jouer des longues séquences avec du Edwards DiVincenzo. Et là, c'est plus la même chanson. Ouais, bien sûr. Donc, ce genre de choses. Je suis très curieux. Je pense que le Thunder est capable de mettre des cadenas de ouf, même sur l'attaque des Wolves. En revanche, si de l'autre côté du terrain, ils ne sont pas capables de bien exploiter ce qu'ils font, attention, parce que les Wolves, eux, c'est une équipe qui elle aussi va chercher à rester dans les matchs et tout, et qui a les moyens défensifs. S'ils ont bien regardé la série là, du Thunder et ce qu'ont fait les Nuggets, les Wolves sont en droit de se dire, ce qu'ont fait les Nuggets, on peut le faire en mieux. Ils sont en droit de se dire là. Sur le papier, tu peux. Sur le papier, bah après ça reste que du papier, ce que je suis en train de faire. Mais je veux dire, en gros, ce qu'ont fait les Nuggets, tu es les Wolves, tu regardes ça, tu dis attends, on a les joueurs pour le faire et mieux.
Ouais, tout à fait. Non, mais en plus, c'est vrai, une des forces du Thunder, offensivement, c'est d'aller à l'arceau et d'agresser, de provoquer soit ses lancers, ses secondes chances, etc. Et en fait, là, en face, c'est pas la même chanson, quoi. Ah non, et puis ils ont des joueurs de premier rideau aussi. Hein. Chanson, Je veux dire, quand tu as Nickel Alexander-Walker et ou Anthony Edwards en premier rideau sur Shai, et que tu as par exemple Jaden McDaniel sur Jalen Williams, donc sur les deux principaux porteurs, bon, bah c'est des joueurs sérieux en premier rideau déjà. C'est saoulant, tout à fait. Tu vois, c'est relou quand même. Hein. Et je pense qu'ils vont, ils vont assez vite se tester, évidemment, dès le Game 1. Ah, ça va voir des small balls et tout, ça va tenter. Ben on va trucs, voir, je suis tenter. très curieux parce que en fait, même d'entrée, je sais pas trop s'ils vont. Est-ce que tu joues avec tes deux intérieurs là Hartenstein et Holmgren. Je suis pas sûr moi de ça. En tout cas, au Game 1, je pense qu'ils vont tester. Ouais, ok. Pour ensuite voir, parce que évidemment, tu changes pas dès le Game 1 ton 5 majeur, je pense qu'ils vont se tester pour ensuite voir ce que ça donne au sein même du Game 1. Mais que par contre, dans la façon de jouer, tu auras peut-être beaucoup plus envie, comme Hartenstein l'a montré avec Holmgren, d'avoir des intérieurs qui sont hauts, pour avoir par contre des joueurs qui cut. Et alors pour essayer de défendre sur des gars qui n'ont pas le ballon comme Shai Gilgeous-Alexander ou Jalen Williams ou d'autres qui cut extrêmement bien. Qui se noient là, c'est tout, attention. Qui cut comme des maboules, qui ont mis des backdoors dans toute la tête des Nuggets. Après, ils ont les joueurs pour. Hein. Genre Gobert est très bon à ça. Mais du coup, si tu attires Gobert au large, parce que tu as Hartenstein qui est là. Mais peut-être qu'ils diront à Randle ou à Nasrid d'y aller au large, hein, et pas à Gobert. Ils laisseront Gobert en planque sur je sais pas qui. Bah, on verra qui se noie là, ou Doudort, ou Caruso. Il y a quand même des angles. C'est pour ça que je dis que ça va être très intéressant. Parce qu'on verra à ce moment-là quel genre de choix fera le Thunder. Ouais. Non, vraiment, les choix offensifs, la variété et la qualité des choix offensifs du Thunder sont clairement une des clés de cette série. Bon, évidemment, Minnesota aussi, hein, parce que les mecs... Dans l'autre sens, ça marche aussi. C'était pas si vous en voulez d'autres comme ça. Minnesota, s'ils attaquent mal, ça va être compliqué face à la meilleure défense de NBA. Non, il va falloir qu'ils fassent eux aussi, il va falloir qu'ils fassent des très bons choix et tout. Moi, je te dis, le changement, il va être violent. Parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Les Wolves sont en mesure de se dire ce que fait Denver, on le fait en mieux. Par contre, que quelqu'un apporte une serviette mouillée à tout le staff du Minnesota, il passe... No disrespect envers les Lakers et les Warriors. Tu passes des Lakers aux Warriors au Thunder à affronter. Ah non, mais c'est sûr. C'est pas un jump, c'est le Grand Canyon. C'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment un enfer. Et d'ailleurs, Denver a vécu l'enfer. Enfin, ce qu'ils ont fait à certains gars, dont Jokic, dont Murray à la fin et dont d'autres, moi, parfois, j'avais envie de détourner le regard de l'écran. Hein. C'est méchant. Ah bah attends, il y a des gens qui vont en prison pour moins que ça, quand même. Eh bien, j'ai vu certains en discuter. J'ai vu certains en discuter évidemment sur les réseaux. C'est le truc pour moi qui va peut-être déterminer cette série. Parfois bêtement numériquement, hein, mais c'est la bataille des bancs. Voilà, c'est deep hein, des deux côtés en plus. Hein. C'est deep et il faut savoir bien jouer du clavier. Donc là, Marc Daigneault, Chris Finch, va falloir bien appuyer. D'un côté, Minnesota. Putain, super, tu avais fait ce trade notamment pour ça. Il n'y avait pas que Julius Randle dans le trade de Karl-Anthony Towns, il y a aussi Donte DiVincenzo. Et donc, Donte DiVincenzo, Nicky Alexander-Walker... C'est la bataille des bancs, ton point. C'est la bataille des bancs, exactement. Donte DiVincenzo, Nicky Alexander-Walker et Naz Reid sont les trois joueurs... C'est bien. Qu'on attend évidemment c'est un bon banc. À fond, à utiliser en sortie de banc pour qu'ils puissent... Ça met des tirs, ça défend... Ouais. Tu peux grave les utiliser et te dire, bon bah voilà, on va avoir, comme d'habitude, un gros temps de jeu pour ces garçons qui vont pouvoir apporter dans différents registres. Ils ont une vraie rotation à 8. C'est ça, tu peux déjà t'assurer d'être à 8. Qui devra probablement être encore plus ouverte, je pense, pour peut-être certains garçons. Tu rajouterais qui, toi? C'est des surprises du chef. Maynot, là? Léonard Miller là. Il y a des surprises du chef. Non, moi, c'est plus potentiellement du Jalen Clark, potentiellement défensivement, sur des garçons qui ont le corps pour du Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, ok. En fait, tu es obligé d'aller sur des profils encore plus larges dans ta sortie de banc. Le pauvre Jalen Clark, là. Vas-y, tiens. Tu vois le numéro 2, là, le Canadien, là? Parce que notamment, un des problèmes, c'est que... c'est pas un cadeau. Hein, c'est que Minnesota a trois très gros profils en sortie de banc qui sont capables d'apporter. Tu as un souci, par exemple, potentiel avec Rudy Gobert, tu mets Naz Reid, pas de problème. On a parlé d'un potentiel problème avec Mike Conley, tu mets Donte DiVincenzo, pas de problème. Ou Nickel Alexander-Walker, tu veux varier les plaisirs, il n'y a pas de souci. Donc ils ont un trio là, en sortie de banc là, qui ont fait des assez complet, c'est assez face complet. Aux Lakers, face aux Warriors, il n'y a pas de souci, t'en veux, t'en auras. Ok, ici, c'est moins clinquant et pourtant, c'est limite plus deep. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, si tu veux compter sur, on l'a vu à Denver, un match où les titulaires ont été atroces et ils sont sauvés par Caruso, Cason Wallace, Aaron Wiggins. Il va y avoir des minutes d'Aaron Wiggins qui a été très fort en série régulière contre Minnesota où tu peux compter sur son shoot, sa défense. On part du principe que le 5, c'est Shai, Dort, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Chet. Tout à fait. Tout à fait. Mais donc en sortie de banc, tu vas avoir, je me permets quand même, une sorte de
meilleure profondeur parce que les profils sont un petit peu plus variés. T'as Cason Wallace. C'est-à-dire ça, Cason Wallace, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Isaiah Joe qui n'a pas été encore trop utilisé, et Jalen Williams, pour le moment. Je ne serais même pas étonné qu'il puisse étaler potentiellement du Ken Rich ou d'autres garçons. T'es déjà à 10 là. Mais t'es déjà à 10. Et donc, je veux voir quel est le banc qui va le plus avoir d'impact sur cette série. Parce que c'est pas qu'une histoire de production numérique. C'est savoir quand faire entrer les garçons, à quel bon moment et quel impact ça a sur la rencontre. Moi, je ne serais pas étonné, comme on l'a vu, qu'un mec comme Alex Caruso, le transfert a été réalisé il y a quelques mois, bon bah mec, tu vas te taper Jokic et tu vas devenir une des stars de cette série parce que on a décidé d'affronter le meilleur joueur au monde et de complètement casser un truc auquel tout le monde pensait, c'était, et on avait parlé dans la preview, c'était comment vont faire Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren face aux meilleurs joueurs de la planète. Ils vont envoyer Caruso. Marc Daigneault et son staff, ils nous ont regardé, ils ont fait « regarde-moi bien ». Tu vois Popeyes, on va lui envoyer un chauve qui lui rend, quoi, 25 cm, 20 cm et 40 kilos, et on va avoir des troupes autour. J'ai hâte de voir comment ce banc va être utilisé, parce que je pense que Marc Daigneault nous réserve encore des surprises. Donc peut-être qu'il va y avoir des modifications de 5 majeures. Là, comme on pourra peut-être le voir dans la série, ça se trouve, Hartenstein très vite va être en sortie de banc, ou Lou Dort va être en sortie de banc pour avoir un autre garçon. Peut-être qu'on aura du Isaiah Joe qui va venir parce que ça apportera un peu plus de shooting dans une série où, comme tu l'as très bien dit, les snipers sont meilleurs du côté de Minnesota. Ou Cason Wallace, il est chaud. Exactement. L'avantage aussi, c'est que... Parce que Isaiah Joe, j'aime bien, mais du coup, parce que tu as envie d'avoir... T'as Lou Dort. Lou Dort, l'intérêt de l'avoir dans 5 majeurs, c'est qu'en gros, il démarre le match sur Anthony Edwards en premier rideau, il met ses gros muscles et tout sur un joueur Anthony Edwards qui est, attention, c'est musculeux, c'est puissant. C'est pas shy. C'est shy. Genre, Anthony Edwards, il peut aller au cercle avec Lou Dort sur l'épaule. Hein. Vraiment. Vraiment. Il va essayer d'ailleurs. Bah, il va le faire. Ouais. Après, on verra comment les arbitres vont siffler, on arrive. Mais voilà. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets plus du Isaiah Joe, tu gagnes en shooting, tu perds vraiment en défense. Tout à fait. Et Son Wallace, il a ce petit côté un peu les deux. Absolument. Un peu. Mais donc sur une série que j'attends longue, on va pas se mentir, après on va faire la section pronostic, hein, le banc va être pour moi le facteur clé de cette série. On arrive, ça y est, dans le dernier carré, fin mai. Ce sont les managers qui ont fait les meilleurs ajustements pour pouvoir être prêts à ce moment-là de la saison. Donc les Wolves ont fait un move l'année dernière pour avoir notamment Dante Vincenzo. Et le Thunder a dit on va lâcher Josh Giddey, on va prendre Alex Caruso. On va faire les moves nécessaires pour avoir ces garçons. Moi je suis curieux de voir par rapport, tu as dit Jalen Williams. Jalen. Très intéressant parce que sinon les 4 autres remplaçants principaux là, dans la rota de 10, c'est-à-dire Cason Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins. Pas été trop utilisé. Non, Aaron Wiggins, Cason Wallace et Caruso, c'est des exters. Oui. C'est pas des mecs très grands. Oui. Isaiah Joe, il est pas petit, mais il est moins costaud et tout, machin. En gros, le vrai intérieur qu'ils ont utilisé en sortie de banc, c'est Jalen Williams. Et là, pour le coup, attention. Parce que là où les Nuggets n'avaient pas vraiment de remplaçant bon, il y a Peyton Watson qui a fait des choses pas inintéressantes. En face, là, c'est une autre chanson. C'est Nasrid, c'est pas la même. Là, la rotation, ok, parfois, tu n'as pas Rudy Gobert, donc tu y perds un peu côté Wolves en taille et en protection de cercle. Par contre, tu es tout le temps avec du gars bien gros, bien costaud, qui va venir se la mettre au rebond, qui sait faire pas mal de choses. Ils sont vraiment 3. Plus Jaden McDaniels qui est long. Tout à fait. Et on l'a vu, pour terminer mon point, on l'a vu sur les séries précédentes, que là, vraiment, on a les équipes les plus profondes qui arrivent, évidemment, en finale de conférence. Donc Denver, première chose qu'on a dit, c'est comment mieux entouré parce que le banc, c'était patatrac. On a parlé des Warriors une fois qu'il n'y avait plus Steph, on s'est dit, bon, bah, les mecs, il faut un peu plus de profondeur. On a 2 équipes profondes, magnifiques, avec des joueurs capables. Je suis impatient de voir comment les coachs vont utiliser tel joueur. On va être, franchement, il y a 2 semaines. Moi, je pense que Jalen Williams a plus de temps de jeu. Oui, tout à fait. Je pense. Et peut-être qu'Isaiah Joe va être un peu mieux utilisé. On va se rendre compte que ça matche quand même pas si mal avec Nasrid, dans le sens où il peut plus le suivre au large. La taille, c'est moins un désavantage et compagnie. Peut-être, tout à fait. Et ça se trouve, pense que c'est possible. Luguentz-Dort dont tu as parlé, si ça se trouve, il sera un peu plus sur du Julius Randle et on aura peut-être du Jalen Williams sur Anthony Edwards. Et donc, par rapport aux fautes des uns et des autres, par rapport à des équipes qui sont aussi capables de provoquer un bon paquet de lancers quand ils font le travail bien à l'arceau, et ben tout de suite, il faut savoir utiliser bien ses remplaçants. Ses remplaçants, non, mais la bataille des bancs, elle va être incroyable. Moi, ça va être incroyable. On a de la profondeur de fou. Hein. Dites-nous quel est votre point tactico-technique, on va passer au facteur X. On sort les jumelles, il y a un joueur qui va nous intéresser plus que d'autres sur ces 2 prochaines semaines, 10 prochains jours. Un joueur à suivre. C'est l'heure du joueur à suivre. Alex, c'est qui ton joueur à suivre? Julius Randle. Comme à la série d'avant. Pas pour les mêmes raisons. Enfin, entre guillemets. Dans le sens où
La série d'avant contre les Warriors, j'avais pris Julius Randle en Factor X. Honnêtement, je ne m'étais pas trop trompé. Je crois qu'il a fait du mal aux Warriors. Tout va bien. Il a fait une grande série, Julius Randle. Mais vraiment, hein. Genre, j'en voyais qu'ils disaient que ça a été le meilleur joueur des Wolves sur la série. Bon, Anthony Edwards a quand même été bon, mais ça se discute. C'est un truc de fou. Sur les playoffs, il est incroyable. Je pensais pas qu'on aurait cette discussion, tu vois. Genre, déjà, c'est le meilleur passeur créateur des Wolves en ce moment. C'est quand même incroyable, ça. Allez, il discute avec Anthony Edwards. Non. Si. Non. Et parce qu'en fait, comme on l'attend moins, les équipes adverses lui laissent un peu plus de liberté et il l'utilise extrêmement bien. Il est quasiment à 8 passes par match, quoi. C'est n'importe quoi. Là, sauf que moi, je l'avais pris en Factor X contre les Warriors parce que je me disais, les Warriors, c'est un vrai problème pour eux. Ils vont mettre qui sur Julius Randle? Là, le Thunder, c'est plus la question, genre, attends, j'ai le choix, faut que je fasse le bon choix. Parce que là, ils peuvent vraiment mettre du monde. Ouais. Sauf que dans leur cadre d'une raquette à 2 intérieurs, là, Hartenstein, Chet Holmgren. Parce que les Wolves, eux, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça va démarrer avec Conley, Edwards, McDaniels, Randle, Gobert, t'es d'accord? Et après, ils ont les remplaçants. C'est vrai que le Thunder pourrait se poser la question. Mais face à un Chet Holmgren, Hartenstein, t'as envie que Chet Holmgren joue pivot en attaque au moins, et oblige Gobert à s'éloigner du cercle parce qu'il s'est shooté à 3 points et tout. Randle, ça va lui demander de défendre sur Hartenstein. Je dis pas que c'est facile pour Randle, mais c'est de loin la tâche la plus facile à défendre côté OKC, t'es d'accord? Voilà. Après, on verra les switches. Hein. Mais donc, ça va aller. Par contre, de l'autre côté du terrain, Randle, il va pas du tout pouvoir enfoncer Hartenstein comme ça ou Holmgren comme il veut. Par contre, les Wolves vont avoir besoin de lui plus que jamais. Parce que là, ils ne pourront pas... son pouvoir offensif et créatif va être d'autant plus important que tu affrontes une défense, comme on l'a dit, qui est une défense de fou malade. Et qui vont pouvoir switcher des gars, lui envoyer Jalen Williams, qui est costaud, Jalen Williams, pourquoi pas. Après, les autres vont être petits. Hein. C'est pas que Lou Dort peut pas le faire ou quoi, mais c'est que pour le coup, il manque 10 ou 12 cm quand même. Tu vois, donc, et même Shai, tu vois, t'as pas envie d'aller prendre des fautes bêtes sur des trucs. Mais eux aussi, ils vont jouer les switch, les Wolves, avec Randle balle en main, je pense. Je serais pas du tout surpris de ça, moi. Je serais Chris Finch, même, je le ferais souvent, même. Je chercherais ça. Je chercherais à obliger Shai Gilgeous-Alexander à défendre du Julius Randle. Il est capable, mais c'est chiant, tu vois. Pour ça, va falloir un bon Randle. Va falloir... un Randle qui, bon, il n'a pas été si efficace que ça à 3 points contre les Warriors. Bon, bref, on l'a pas sous les yeux, mais on s'en fout. Mais je le sais, parce que j'avais regardé les stats quand on avait... 30%. Voilà, tu vois, c'est pas si ouf que ça. Par contre, il a été bon au tir, il a été chercher les bons lancers, et surtout, là où il a fait du mal, c'est qu'il a fait beaucoup de bons choix. Entre, genre, j'enfonce mon gars, je kick out, je ceci, je cela, enfin, tu vois, genre... Et ça, puisque j'ai fait exprès en tactico de parler des choix offensifs et de la variété des choix... et de la qualité des choix offensifs du Thunder, parce que la défense des Wolves est capable de leur poser des problèmes. Mais Bastien, tu as très bien dit, la défense du Thunder va poser des problèmes aux Wolves, et je pense que l'une des clés pour les Wolves, c'est de réussir à mettre Randle dans des bonnes conditions, et donc ensuite que Randle fasse du bon taf avec ces bonnes conditions. Je me demande quelles sont ces conditions. Ouais. Je suis curieux. Hein. Pour moi, ces conditions, c'est... En fait, finalement... Randle balle en main, avec sa qualité créative, et donc il faut des shoots qui rentrent après, il y a plein de paramètres, c'est jamais tout seul ces trucs-là, hein. Mais avec sa qualité créative, représente presque une meilleure mismatch pour les Wolves qu'Anthony Edwards sur du Shai ou du Lou Dort ou du Jalen Williams. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Limite un peu plus chiante, il va opérer dans des zones un peu plus pète couilles où les aides te font plus chier, c'est le mid-post là qu'il adore, Randle et tout. S'il commence à faire tomber des petits mi-distances dedans, à provoquer des fautes early de Chet ou de Hartenstein ou de n'importe qui en fait, on s'en fout, tu vois. Et donc qui force un peu certaines rotations de Daigneault. En gros, c'est pas Daigneault qui mène la danse, c'est les fautes, il est obligé un peu de s'adapter. Randle peut amener ça. Il peut aussi être le mec qui fout les Wolves dedans parce que ses tirs rentrent pas et puis en défense, il se fait exploiter. Tu vois, c'est possible. C'est pour ça que je te dis vraiment, je le reprends en joueur assif parce que je pense qu'il va encore être le Factor X de la série. Si Randle fait tomber les tirs dedans et qu'il lâche les balles à peu près au bon moment, comme il l'a fait contre la bonne défense des Warriors, attention,
C'est très chiant pour le Thunder tout de suite. Hein. Ouais, pour le tout moment, de suite très chiant. Pour le moment, il fait partie des meilleurs joueurs des playoffs 2025. Il est incroyable. Il faut reconnaître, il fait vraiment des bons playoffs. Quoi. Non, mais bravo pour la bague s'il continue à jouer à un niveau comme ça. Non, mais respect, quoi. Il fait vraiment des bons playoffs. Quoi. Il est énorme. Il est énorme. S'il continue comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront l'arrêter, et y compris le Thunder, parce qu'en fait, il l'explique, il a le sentiment aussi maintenant d'être dans une équipe où on le laisse exprimer son basket de la bonne manière. C'est malin, hein. Et ils ont raison, les Wolves. Ils ont dit, bon, on va pas essayer de faire de toi un joueur que tu n'es pas. Anthony Edwards, il a épousé le truc. Hein. Il cut backdoor maintenant. Non, et ce qui est fou, et phrase imprononçable il y a quelques mois, c'est qu'aujourd'hui, tu as une finale de conf Thunder Wolves. Franchement, côté scouting report du Thunder, mais limite, tu sais ce que tu vas essayer de faire contre Anthony Edwards. Ton truc numéro 1, ta discussion numéro 1, c'est qu'est-ce que tu fais en fonction de qu'est-ce que fait Randle. C'est complètement dingue. C'est marrant parce que à la base, dingue. À la base, sur mon point tactico, j'avais qui va être le 3e meilleur joueur de la série. Parce que ça peut être Randle potentiellement. C'est Randle ou Jalen Williams normalement. C'est censé être Randle. Ça peut être Jalen Williams quand même. Oh, il est All-Star, hein, Jalen Williams. Si on suit les playoffs 2025, oui. Julius Randle doit être sur le papier, tout à fait. Et les Wolves en ont besoin d'ailleurs. Et ils en ont besoin. J'avais quasi ça en point tactico parce qu'on attend Shai et Edwards et je me disais qui va être le gars. Est-ce que c'est une surprise de nulle part et en fait on se rend compte que Jalen McDaniels est incroyable ou Julius Randle confirme ou en fait ce Thunder dit on va. Ou en fait c'est Chet Holmgren parce que Chet Holmgren il fait oh les gars vous m'avez oublié là, vous êtes des ouf ou quoi? Et bien justement c'est Chet Holmgren mon joueur à suivre. T'as vu ça la transition? Le natif de Minneapolis. Qui va retrouver évidemment son terre-terre. Alors, Chet Holmgren. Bon, on est content évidemment d'avoir passé l'obstacle Denver parce qu'il y a eu des choses bien, il y a eu des choses beaucoup plus difficiles. Le pauvre, d'avoir dû parfois se farcir évidemment la bataille en bas avec Hartenstein contre Jokic ou parfois de devoir sortir sur des Aaron Gordon. L'horreur absolue pour lui, vraiment. Et en plus, à 3 points et au lancer, ça a été compliqué. Donc, c'était vraiment une série qui a beaucoup testé le mental de Chet Holmgren. Je pense que d'avoir passé cet obstacle-là, ça va le libérer et qu'il a un rôle monumental dans cette série pour montrer qu'il peut être peut-être le meilleur, en tout cas two-way, ou le joueur le plus impactant two-way dans cette série. Pourquoi? Parce qu'en protection d'arceau pur, le Thunder évidemment a des joueurs capables et forts en première ligne. Ils vont encore tenter plein de choses sur Anthony Edwards et sur Julius Randle, mais on sait que ces gars-là vont quand même essayer d'aller à l'arceau et que le meilleur contreur de cette série avec Rudy Gobert, c'est Chet Holmgren. Donc le mec le plus intimidant dès que quelqu'un va vouloir passer l'épaule, t'es le Thunder, tu vas essayer d'orienter vers Chet parce que les gars, bon courage pour aller lui monter dessus. Et les Wolves ont besoin de cette pénétration-là parce qu'une fois qu'ils pénètrent et que ça rentre bien, ça collapse, tu peux écarter sur les shooters qui peuvent te permettre de sanctionner. Holmgren, défensivement, je l'attends suprême. Il va y avoir une ou deux confrontations aériennes contre Anthony Edwards. D'ailleurs, ça s'est fini sur un énorme poster en début de saison entre les deux. Je pense qu'il y aura 2-3 autres rendez-vous comme ça. Je pense aussi que les Wolves vont essayer de le sortir un peu dans le périmètre. Un petit peu dans le large et on verra. Sur des switches et tout, et on verra comment il réagit. Offensivement, Chet Holmgren, là où il est fondamental, c'est que la réussite à 3 points n'y était pas du tout, 22% sur la série précédente. Les lancers ne sont pas rentrés non plus. Ça a parfois joué des gros tours, hein. Game 1 face à Denver. Donc, j'ai envie de dire, la clé dont je parlais au début des playoffs, de toutes les séries de playoffs, c'était est-ce que Jalen Williams et Chet Holmgren sont des joueurs à un niveau suffisant pour que le Thunder soit champion NBA. Jalen Williams nous a montré différentes choses. Hein. On a eu toutes les phases de Jalen Williams, mais on a eu un excellent premier tour de sa part, Jalen Williams face aux Grizzlies, et une fin de série, ou en tout cas un Game 7 contre Denver qui était très très bon. Donc Jalen Williams, on va voir ce que ça représente. Chet Holmgren, évidemment je ne dis pas qu'il va débuter ses playoffs, mais là, il y a une clé énorme pour lui, parce qu'offensivement, il va falloir rentrer ses shoots, parce que Nasrid en face, quand ça va commencer à shooter, il ne faut pas que ce soit le seul meilleur intérieur à shooter de loin, premièrement. Lorsqu'il va y avoir des positions préférentielles pour les Wolves défensivement, tiens, mettons McConney ou Shai Gilgeous-Alexander sur Chet Holmgren sur un switch, parce qu'on sait que Chet Holmgren ne va pas punir. Si Chet Holmgren n'arrive pas à punir, et qu'il est trop bien pour la défense des Wolves. C'est génial pour Minnesota. Ça c'est clair. Donc moi je vais observer n'importe quel. Tu peux avoir Caruso mais c'est tir, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, il peut y avoir des mecs où les Wolves se disent bon, si c'est lui qui prend le tir, tu sais quoi, il ne faudrait pas que Chet Holmgren en fasse partie. Absolument. Et donc du coup, tout le rôle de Chet Holmgren, et en attaque et en défense, va être pour moi ce que je vais observer de plus, en dehors des stars évidemment, parce que j'aime Julius Randle, je souhaite
que Chet Holmgren regarde Julius Randle dans les yeux et dise sur la série, c'est moi le meilleur intérieur. J'ai été, ouais, au moins j'ai été au rendez-vous. Et si Anthony Edwards et Shai sont au rendez-vous et Chet Holmgren et Julius Randle sont au rendez-vous, je pense que la profondeur du Thunder l'emporte sur celle des Wolves. Peut-être, ouais. Tout à fait. Non, mais pour ça, il faudrait que Chet soit au rendez-vous des forwards. Et pour le moment, il y a eu une bonne fin de série contre Memphis, mais ça restait les Grizzlies au premier tour, je suis désolé. Là, on attend nettement mieux de la part de Chet Holmgren. Ouais, on attend de mieux, on attend de monter. Et surtout que là, par exemple, les Nuggets attaquent extrêmement bien, mais ils n'attaquent pas dur au mal comme parfois peuvent le faire les Wolves. Oui, bien sûr, sur ta truffe. Hein. Ouais. Ça te monte sur le museau. Donc ça, il va devoir... Ça va tester tout, hein. Son mental, son physique. Je pense qu'il a largement ce qu'il faut pour répondre présent, mais c'est peut-être le moment clé où on va savoir que Chet Holmgren est... Après, toute une carrière ne se joue pas évidemment sur une série de playoffs, mais peut-être que là aussi, on va voir que dans ce genre de rendez-vous, Holmgren est là, et donc on se dit, putain, mais c'est vrai que c'est un top 3 de draft qui est complètement dingue, qui nous a fait une saison rookie de fou furieux. Ou peut-être qu'on va dire, attends, la scène est un petit peu trop grande et on va revenir l'année prochaine. Ok, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on finira pas un pronostic? Ouais. On va finir avec un pronostic, pardon, pour parler français. Mesdames et messieurs, dans cette section, on vous raconte l'avenir. Avant ça, on fait des gros rappels. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, des paris sportifs et autres. Et même si vous avez 18 ans, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple qui marche tout le temps. Faites pas les bolos, exactement. Avant de lancer le pronostic d'Alex, si vous avez les oreilles bien ouvertes, restez connectés cette semaine parce qu'avec les poteaux de Parents pas en ligne, il se pourrait qu'on annonce un événement parisien que vous connaissez bien. Il se pourrait, ouais, il se pourrait. Avant le début des finales NBA. Il se pourrait, il se peut même. Il se peut. Alex, est-ce que tu es prêt? Vas-y. On va voir qui va aller en finale NBA à l'Ouest selon toi, quel score et ton explication. C'est parti. Thunder, 4-3. Bon. En fait, je pense que j'ai du mal à imaginer une des deux équipes vraiment tabasser l'autre. Je pense que ce sont deux équipes qui ont des bonnes réponses tactiques à s'apporter l'une à l'autre de match en match ou au cours des matchs. On a deux coachs, parce qu'on a beaucoup parlé de Marc Daigneault, mais on n'a pas tant parlé que ça de Chris Finch. Il a été assez bon depuis le début des playoffs, mine de rien, le Chrisou. Ah bah quand même. Et il a fait des petites rotations malines, il a réussi à avoir une rotation à 8 qui fonctionne et tout, donc il a un peu moins de banc sur le papier, de profondeur de banc que le Thunder, mais il a pas rien non plus. Donc la série et les Wolves ne sont pas le genre d'équipe à lâcher. Les Wolves sont capables d'aller gagner un des deux premiers matchs à OKC par exemple. Ce qui du coup fait tout de suite décemment, tout de suite se retrouve avec une série serrée. Donc ils ne sont pas du tout favoris les Wolves. Quand on regarde les cotes, là la cote que j'ai prise, le 4-3 Thunder, c'est la deuxième cote la plus basse proposée par Paris en Sport en ligne. La cote la plus basse c'est 4-1 Thunder. Donc d'après Paris en Sport en ligne, le truc le plus probable, c'est un 4-1 Thunder. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, j'ai du mal à y croire, mais bon, après, voilà, on va voir. Je pense que ça peut être plus serré que ça. Et les Wolves sont pas du tout favoris. La meilleure cote possible pour les Wolves, c'est un 4-2, logique, avec ils finiraient chez eux et tout, c'est à 8,50, donc c'est quand même assez élevé. Voilà, donc j'ai pris cette cote à 4,70. Victoire du Thunder 4-3. Je pense que ça peut vraiment être une série serrée. Si ça commence à se répondre coup pour coup, ça peut aller en 7. Et du coup, je verrais le Thunder encore le faire chez lui. Du coup, l'avantage du terrain viendrait vraiment encore filer un petit coup de main bien sérieux au Thunder. Et je les vois aller en finale. Voilà. Nos amis du Thunder qui vont en finale NBA selon Alex. Est-ce que je vais équilibrer ou rester sur mes pronostics? On est là jusqu'au bout. 4-2 pour le Thunder, qui finit à Minnesota. J'aimerais un Game 7 pour qu'on se régale encore avec toi. Finisse là-bas, toi. Ça finit à Minnesota. On varie les challenges. Je continue sur ma marche. Genre, il y a 2-2, 3-2 à la maison et 4-2 là-bas, quoi. Ouais, ou 3-1, 3-2, 4-2. 3-1, ça veut dire qu'ils perdraient le 5 à la maison pour finir et ils iraient finir à l'extérieur. Et pourquoi pas. Ça serait OK. Et pourquoi pas. Ça serait pas banal comme petit scénar. On varie les scénarios pour le Thunder, qui est une équipe jeune, qui doit continuer les bonnes choses, y compris apprendre à finir une série à l'extérieur. Je pense que c'est une équipe qui a passé le challenge. Je continue à le répéter, cette série contre Denver, elle est utile maintenant, elle est utile pour la construction de la franchise, pour aujourd'hui et pour demain. Ça se confirme en finale de conférence. Ils vont faire le boulot. Minnesota, je l'ai dit, malheureusement, je le répète, je pense que même si l'avantage physique est de leur côté, je pense que
ça va être très violent en termes d'adaptation défensive parce que là, c'est vraiment Minnesota qui affronte la meilleure défense de toute la NBA. Ouais. Ils sont capables, les Wolves. Mais il y a les Wolves et il y a le Thunder défensivement. Ils sont écœurants. On a beaucoup parlé de ces deux garçons parce qu'on les prend pour acquis, mais très très hâte de voir évidemment notre belle bataille entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, sachant que, je le sais, les séries régulières et les playoffs, ce ne sont pas la même chose. S'il y a bien des fans des Wolves qui peuvent me confirmer ce que leur ami Shai Gilgeous-Alexander sur la série régulière... Même Ant, il avait dit ouais, c'est lui le meilleur joueur de la ligue. C'est le meilleur joueur de la planète. Il y en a 39, il y en a 40, il y en a 40. En gros, s'il n'y a pas 40 points de Shai Gilgeous-Alexander, c'est violent. Alors évidemment, on est en playoff, donc on va avoir une production moindre, mais on va avoir la remise du trophée de MVP probablement, puisque la NBA a complètement choqué. Un moment le donner. Et qu'ils ont complètement choqué la NBA, alors qu'ils auraient pu nous faire un moment incroyable sur la série entre Denver et OKC. Bon. Game 7, là, fallait le faire. Grave. Shai va le recevoir probablement en début de semaine. Confirme-nous ça. Le meilleur arrière de la planète, il est canadien. J'espère qu'on va avoir une longue série. Je donne 4-2 avec un Game 6 où, malheureusement, la profondeur du Thunder fait la différence par rapport à celle des Wolves. Et donc, on retrouve bien OKC en finale NBA. Okay. 4-3 pour Alex Thunder, 4-2 pour le Thunder pour Bibi. Fan des Wolves, ou juste les gens qui pensent que les Wolves vont en finale NBA, dites-nous quels sont vos argumentaires. Et qu'est-ce qui fait que pour vous, eh bien, ce sera Anthony Edwards et sa clique qui iront en finale. Désolé Rudy Gobert, pas de finale NBA selon nous. Hein. Pas de finale NBA selon nous pour Rudy Gobert. On espère que les Wolves vont nous faire mentir pour le français. Exactement. Et puis après, je me demande, si t'es les Pacers ou les Knicks, on verra pour qui ira en finale. Tu préfères le Thunder ou tu préfères les Wolves? Le Thunder est au-dessus. Ouais, hein. Je pense. Je pense aussi. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, évidemment. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des très gros bisous, bien évidemment. Vous ne faites pas les bolos. Et on se retrouve demain pour le Game 1 de cette série. Puis la preview, évidemment, de Knicks Pacers. Ciao. Des bisous. Ciao, ciao.